Bonjour et bienvenue sur ce plateau du Parlement européen. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener cet entretien avec Virginie Joron afin de permettre à ceux qui la suivent ou qui ne la connaissent pas encore de pouvoir avoir une meilleure connaissance de qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait et surtout là où elle veut aller. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors, certains vous connaissent déjà par votre action politique, mais nous souhaitions savoir ce que vous faisiez avant de vous lancer dans le grand bain de la politique. Écoutez, je viens de Fréjus et j'ai fait mes études de droit à l'Université de Nice. Un parcours assez simple d'étudiante et assez enrichissant puisque à la fin de ces études, j'ai fait un DESS police, sécurité et droits fondamentaux de la personne. D'accord. Après ces études, vous aviez décidé, vous aviez l'ambition de devenir policière. Qu'est-ce qui vous motivait dans cette ambition et pourquoi y avoir renoncé finalement? Alors, c'est pas après, c'est lors de ces études. C'est-à-dire, j'ai fait du droit parce que je trouvais ça très riche, ça nous ouvrait pas mal de portes, hein, que ce soit vers la magistrature, vers le métier d'avocat, ou moi, j'étais plus attirée vers l'ordre et la sécurité. Donc, j'ai décidé de faire ce DESS parce que j'envisageais effectivement d'être commissaire de police. Et à cette occasion, j'ai fait un stage de 1 mois au commissariat Foch. Et là, j'ai découvert une profession passionnante. Des gens, des policiers passionnants qui aimaient leur métier, qui, avec peu de moyens, déjà à l'époque, c'était en 98, il y avait déjà un certain malaise policier, travaillaient avec cœur, avec âme et j'ai trouvé que ce métier était un des plus beaux métiers, puisqu'effectivement, pour moi, un des principes fondamentaux, c'est la sécurité. Hein, la première des libertés est la sécurité. Et ces hommes, ces femmes s'investissent corps et âme à ce métier avec très peu de moyens. Et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir faire pendant 1 mois un stage auprès de tous les métiers. Donc c'était très riche, ça m'a apporté beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fait leur métier était aussi plus de l'assistanat que du métier de l'ordre et de la sécurité. Effectivement, ils en faisaient déjà beaucoup, mais beaucoup d'assistanat et c'est donc un métier qui m'a attirée, mais le hasard de la vie ont fait que j'ai dû me détourner de ce métier parce que pour des raisons privées, j'ai dû suivre mon conjoint à Strasbourg et abandonner avec beaucoup de regrets cette ambition. Mais on comprend que vous soutenez quand même l'action de la police dans votre mandat régional depuis comme européen. Depuis des années. Ça fait aussi partie d'un de mes engagements en politique parce que je trouve que c'est assez injuste aujourd'hui ce que l'on voit dans les médias, cet acharnement, cette cabale anti-flic. Je la trouve vraiment injuste et il faut pas lâcher parce que comme je le dis, sans sécurité, sans force de l'ordre, c'est l'anarchie. Très bien. Donc à Strasbourg, vous êtes devenu cadre dans les assurances. Est-ce que cette profession a changé votre vision des choses en matière politique? Alors j'ai été cadre effectivement à Strasbourg dans les assurances collectives, donc un métier de pointe parce qu'en fait ça concernait la santé. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'avec les différents gouvernements, tous les ans en fait, mon métier changeait parce qu'on devait se réadapter en fonction des lois sur la sécurité sociale. Et donc l'impact était direct. Et puis moi, ce que j'ai constaté, et aujourd'hui je peux en parler, c'est le désengagement de l'État dans la santé. Étant dans le secteur privé, donc moi je vendais des complémentaires de santé, on a bien vu au fur et à mesure le désengagement de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, finalement, ce que l'on découvre, enfin ce que beaucoup découvrent, c'est avec cette crise sanitaire, on se rend compte que notre État a vendu la santé au profit du privé. Et aujourd'hui, quand on voit le peu de moyens matériels, le peu de moyens de personnel, eh bien, c'est le résultat d'années de restrictions et de démembrement de l'État. Et on a pu le constater au moment de la crise sanitaire où on a vu que l'État était bien désemparé face à ce défi. Et le pire, c'est que je n'ai pas l'impression qu'ils ont compris avec la première vague au mois de mars qu'il fallait réarmer nos hôpitaux, qu'il fallait mettre en place un vrai plan Marshall concernant la santé publique. Très bien. Donc vous êtes mère de famille, vous étiez cadre, vous meniez une vie sans souci particulier.
et vous avez décidé de vous engager à l'époque au Front National. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment cela s'est-il passé et surtout pourquoi? En fait, j'ai toujours voté pour ce parti, hein. J'ai toujours le droit a fait un petit peu qu'on s'intéresse aux partis politiques, hein, en droit constitutionnel, et ça a appelé ma curiosité. Et c'est vrai que dans les discours politiques, les seuls qui m'ont intéressé était celui du Front National, et surtout quand Marine Le Pen est arrivée en 2011, j'ai vraiment là été subjuguée par cette personne et son discours, et voilà, ça a résonné en moi, et voilà, j'avais accompli tout un tas de missions auparavant. Voilà, j'étais maman, enfin je suis toujours maman. Mon métier me plaisait, mais il n'y avait plus rien à faire. Et donc j'avais du temps libre, et donc je me suis intéressée effectivement de plus près à la politique. Donc première chose que j'ai faite, c'est de cotiser, parce que pour moi le premier acte en politique, à part voter, c'est de donner ce qu'on peut. Donc là, à l'époque, c'était voilà, financièrement, j'ai pris ma carte. Après, j'étais dans certains meetings. Et puis, voilà, je pense que quand on n'a jamais vu un meeting, quand on n'a jamais vécu, après, on sort de là, on a plein d'énergie et on a envie d'aller plus loin. Donc, au départ, vous étiez une simple adhérente qui cotisait pour soutenir financièrement, et puis petit à petit, vous êtes devenue une militante. Après, on accède aux meetings. Après, la loi fait qu'il faut des femmes en politique aujourd'hui. Donc, moi, ayant déjà accompli pas mal de missions, j'avais beaucoup de temps libre, et je me suis dit, s'il y a besoin d'aller plus loin, s'il y a besoin de porter un message du privé, donc j'étais disponible. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon voilà, je cotise, je peux faire du tractage, mais je peux aller aussi plus loin, et si je peux porter un message positif, je suis à la disposition de ce mouvement, et c'est ce que j'ai fait. D'accord, donc justement, on a commencé à vous voir tracter sur les marchés de l'Est de la France. Et puis aux élections régionales de 2015, vous êtes élu conseiller régional dans le Grand Est. Que vous a appris ce premier mandat local? Alors, la première expérience a été d'abord les élections départementales. C'était la première fois que je partais en campagne électorale, donc très enrichissant. Et nous avons fait un très bon score à l'époque. Donc c'était mars 2015. Et puis voilà, une fois qu'on commence, on a du mal à s'arrêter, parce qu'effectivement, quand on faisait les marchés, on était très bien accueillis dans certains villages, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti sur le terrain, c'est que les gens avaient besoin de nous, et que Marine incarne l'espoir. Et ça a du sens, parce que depuis toutes ces années, avec cette chape de plomb, et encore pire aujourd'hui, c'était quelque chose qui était un début, mais pour moi qui n'était pas la fin. Donc, suite à ces élections départementales, il y avait les régionales. Donc, forcément, j'étais partie prenante pour aller encore dans ces élections. J'ai été élue mon premier mandat. Et là, ça a été pareil. Et c'est toujours, d'ailleurs, parce que je suis toujours conseillère régionale, une expérience très enrichissante, où le local, on voit bien, d'être proche des gens, d'être sur le terrain est important, parce que, à cause, malheureusement, d'un ostracisme national, où on ne fait pas accéder nos cadres politiques, je pense à l'Assemblée nationale, nous permet en tout cas de donner et d'être là pour nos concitoyens avec ce mandat de conseiller régional. Pas trop dur physiquement ou psychologiquement comme mandature? Non, parce qu'il y a des résultats. Là aussi, il faut... Ils ne nous connaissaient pas. C'est vrai que c'est la première fois que nous étions si nombreux avec ce groupe. Nous étions 46 au début de ce mandat. Premier groupe et force politique dans cet hémicycle de la région Grand Est. Donc, avec une ambition d'être une force d'opposition, mais aussi une force de proposition. Donc, on est dans une démarche aussi de modifier et d'être contre-pouvoir d'une majorité. Et je le constate encore aujourd'hui. Il faut un cadre, il faut cadrer la majorité pour éviter des excès.
Donc aucun regret, au contraire, c'est un mandat qui est passionnant parce que ça nous ramène au terrain et au local et aux attentes de nos concitoyens. D'accord. Après être devenue présidente du groupe RN dans ce conseil régional, vous avez été élue en 2019 députée français au Parlement européen au sein du groupe Identité et démocratie. Qu'est-ce qui vous a conduit, qu'est-ce qui vous a poussé à descendre dans l'arène européenne ? Je pense que c'est parce que c'est un mandat complémentaire. Comme je le disais, on fait des marchés, on va rencontrer des artisans, on va rencontrer des chefs d'entreprise. On a des dossiers en main qui concernent des subventions qui vont directement auprès de nos concitoyens dans les territoires. Mais ces subventions, elles sont aussi votées au Parlement européen. Donc il y a un lien. Et le Parlement, c'est plus l'aspect juridique, où là, on vote des textes. Et ces textes, en fait, vont permettre après le déroulement des subventions. Donc c'est complémentaire et c'est, dans un point de vue, on va dire, de fond, c'est enrichissant et c'est complémentaire. Et puis aussi parce que je suis très attachée à la culture française, mais aussi à la culture européenne. Je l'entends, culture européenne, c'est donc toute cette myriade de langues et cultures différentes qui constituent l'Europe. La civilisation européenne est un enjeu pour nous au-delà de l'enjeu français. Et je trouve que c'est important d'être ici au Parlement européen pour défendre ces valeurs. D'accord. Il y a une question importante qui revient souvent parmi les sympathisants du RN. Ils vous reprochent à vous et à vos collègues élus du RN de ne plus militer clairement pour un Frexit. À l'heure du Brexit, que leur répondez-vous très concrètement sur cette question ? Tout simplement que la donne en Europe a changé. On n'est plus sous les mêmes schémas qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes une vraie force politique. Nous sommes 75 députés dans le 4e groupe d'opposition. Et nous sommes le seul groupe d'opposition réel au sein du Parlement. Donc on n'est plus du tout sur le même schéma, puisque quand on était moins nombreux, on était inaudible. Et donc, on n'avait pas d'autre choix que de vouloir sortir de cette Europe qui ne nous convenait pas. Plutôt, je dirais, Union européenne. Aujourd'hui, le schéma est complètement différent. Nous sommes la 4e force politique. On arrive à travailler, même s'il faut se battre. Et surtout, on arrive à être entendu. On a mis des bâtons dans les roues à un rapport concernant le financement des ONG pro-migrantes. Donc voilà, notre victoire, elle est là. Donc, et surtout, nous aimons l'Europe. Nous, on veut la défendre, l'Europe. Mais l'Europe, comme nous, on la définit pas sous des termes bureaucrates, sous des termes techniques. Nous, l'Europe, c'est charnel. C'est la civilisation, c'est l'histoire, c'est la culture. Et c'est une force qui doit retrouver sa force. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est vampirisée par les États-Unis et aussi par la Chine et d'autres puissances. Donc c'est ça notre projet. Il est en cours, on le voit tous les jours parce que nous arrivons à travailler, à récupérer des dossiers et à nous faire entendre. Justement, parfois vous arrivez à travailler en contre, mais parfois en positif. Vous-même avez réussi à faire adopter un rapport sur la question des prospectus. La semaine dernière encore, Gilles Le Breton a réussi à faire passer un rapport sur le numérique. Donc on voit qu'on peut malgré tout être proactif, même si on est encore minoritaire au sein de l'Assemblée. Voilà. En fait, il ne faut pas lâcher. Même si nous sommes ostracisés, on l'a bien vu en début de mandature, on ne nous a confié aucune présidence de commission. On a essayé de ne pas nous donner des rapports, mais le fait qu'ils nous voient travailler, qu'on réponde à leurs auditions, le fait qu'ils voient que nous sommes en capacité de produire des questions, de produire des notes, fait qu'ils veulent nous laisser une chance. Mais il ne faut pas relâcher les bras. Effectivement, j'ai eu l'opportunité d'avoir un dossier concernant un prospectus de relance économique. Donc, c'est très technique, mais c'est une note d'information d'appel publique à l'épargne. Le vote a été positif. Monsieur Le Breton, idem, a eu un rapport très intéressant sur l'intelligence artificielle et il a été voté favorablement. Donc, petit à petit, les choses bougent. Nous sommes qu'au début du mandat, donc moi je pense que nous aurons à la fin de ce mandat, et je l'espère, un rapport entièrement, et ce qui va nous permettre effectivement d'être dans la prochaine phase, du prochain mandat, à pouvoir gérer complètement un Parlement européen.
Donc changer l'Europe de l'intérieur, c'est difficile, mais pas impossible, quoi. Exactement. C'est difficile parce qu'on nous met des bâtons dans les roues, mais ce n'est pas impossible. Il suffit de travailler, de démontrer, de produire, de trouver d'autres énergies qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que, comme je vous dis, on est 75 députés avec 10 États membres différents. Demain, on peut encore grossir le parti et pour pouvoir être encore plus puissant et à même de faire bouger les choses. D'accord. Très concrètement, vous êtes membre de plusieurs commissions au sein du Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux domaines sur lesquels vous êtes engagé et quels sont vos combats sur ces sujets? Alors c'est vrai que je suis dans différentes délégations, notamment celle de la Turquie. Je suis en commission femmes en tant que suppléante et coordinatrice de groupe et membre titulaire du marché intérieur. Le marché intérieur, c'est un domaine très intéressant puisqu'il en fait concerne la partie protection des consommateurs et la partie entreprise, PME, qui a besoin d'être régulée. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir des dossiers pendant cette mandature qui concernent finalement autant les consommateurs que les entreprises. Et là, je vous prends l'exemple type, c'est le Digital Market Act ou le Digital Service Act. C'est une réglementation concernant toutes les plateformes numériques. On est en plein dedans. Ça concerne l'actualité, on l'a bien vu avec l'omnipotence des GAFAM sur le marché. Et donc c'est un domaine de compétences très intéressant, d'actualité et qu'il faudra tenir tête jusqu'au bout parce que je le vois bien, la Commission est déjà revenue en arrière concernant sa posture, concernant le numérique, où on pensait qu'elle allait défendre la souveraineté européenne numérique et on se rend compte qu'elle fait marche arrière. Et de ce fait, là aussi, un gros travail devra être fait en commission. Et je suis assez contente d'être dans cette commission, puisqu'en plus, nous partageons avec nos amis italiens beaucoup de sujets en commun et nous allons être une force de frappe au sein de cette commission. Concrètement, vous prônez un protectionnisme européen en matière économique, numérique, etc. Tout à fait, parce que comme on le voit avec le marché du numérique, on se rend bien compte, alors, marché du numérique via les datas. On avait ce dossier il n'y a pas longtemps sur le pupitre. Donc le marché, ils veulent mettre en place le marché intérieur des datas. Je veux bien, mais aujourd'hui, si on ne fait pas de protectionnisme, et on le voit déjà, c'est 90% qui sont vampirisés par les GAFAM, donc les États-Unis. Il ne nous reste que 10%. Qu'est-ce qu'on va faire avec 10% si ce n'est se les faire prendre par les Chinois? Donc, et on pensait que la Commission sur ce sujet allait être un peu plus protectionniste, puisque c'était un des discours de M. Breton en mars, lorsqu'il y a eu la première vague d'épidémie. Et donc, ils sont revenus en arrière. Donc, on constate que ce protectionnisme que l'on pensait voir ne va pas être vu et on va encore se faire avoir, entre guillemets, parce que ce sont eux qui dominent le marché, on le voit, et surtout dominent le marché économique, mais aussi dominent les gouvernements. Donc c'est ce qui est terrible. Donc il va falloir là se battre, mais ça va être compliqué. Mais c'est pour cela qu'on a continué ce travail de questions écrites auprès de la Commission pour les pousser finalement à leur propre ironie et qu'elles puissent reprendre la main sur ce dossier du numérique et des datas. D'accord. Sur la Turquie, on a encore cette procédure d'adhésion qui est certes bloquée, mais qui est toujours en cours sur le papier à l'Union européenne. Quelle est votre position concrètement sur les aspects? En fait, c'est la même, ils ont la même stratégie qu'avec le numérique et les datas. C'est-à-dire que d'un côté, ils disent qu'ils vont reprendre les choses en main, et puis de l'autre, ils ne font rien, voire ils acceptent tout. Et avec la Turquie, c'est exactement pareil. Ils ont fait croire qu'ils allaient lancer des sanctions contre la Turquie. Il a suffi que Mme Merkel hausse un peu le ton et toutes les sanctions ont capoté. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une Union européenne que l'on dénonce et ce n'est pas le modèle que l'on souhaite puisqu'elle ne protège pas les concitoyens européens.
D'accord. Et c'est toute la problématique de cette Union européenne qui n'a pas compris le message de 2019, hein, parce qu'ils ont crié au populisme, ils continuent d'ailleurs à crier contre le populisme, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient déconnectés du besoin et de l'attente des citoyens européens. D'accord. Au sein de la Commission du marché intérieur, vous venez de réaliser un cahier sur l'abattage rituel pour la Fondation Identité et Démocratie. Est-ce que vous considérez que ce combat contre le développement, notamment de la viande halal, va actuellement dans le bon sens? Bien sûr, mais pas assez. Donc c'est un sujet que j'ai repris dès le début de ce mandat parce que j'estime qu'il y a une très grande injustice envers les consommateurs. Hein. Je prends dans le sens où aujourd'hui la plupart de la viande que nous mangeons en France est halal. Moi je considère que le choix, la transparence doit être la clé de voûte du consommateur. Or aujourd'hui on se rend compte, et aussi le bien-être animal. Or on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc effectivement, avec l'exemple du Vlaams-Belang, hein, qui a fait interdire l'abattage rituel, c'est un premier signe de la prise en compte du bien-être animal. Mais il faut aller au-delà. Moi, je suis effectivement pour la protection animale. J'estime que faire souffrir pendant 4 minutes un animal pour des raisons religieuses, c'est pas juste. Surtout aujourd'hui, on est en 2021, on a les moyens de ne pas faire souffrir un animal, on a le choix de manger de la viande ou pas, halal ou pas halal. Je ne comprends pas que ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, hein, de l'interdiction de l'abattage rituel, ne soit pas plus pris en compte en France, parce que la plupart, dans tous les sondages d'ailleurs, on le voit, le consommateur français est contre l'abattage rituel. Et puis s'il avait le choix, il ne mangerait pas de la viande halal. Donc je me bats maintenant au sein de cette commission pour de l'étiquetage obligatoire. Parce que si on ne peut pas interdire, parce qu'il y a des lobbies derrière, si on ne peut pas interdire l'abattage rituel, au moins peut-être que par l'étiquetage, avec ce choix conscient et éclairé, on va peut-être lutter contre cet abattage rituel qui est comment dire, c'est une torture qui n'a plus lieu d'être. Très bien. Pour l'Europe de demain, quelle est votre ambition et quelle est votre vision à long terme? C'est ce que j'ai dit, hein, pourquoi je m'étais engagée au sein de cet hémicycle. Défendre l'Europe, c'est défendre notre civilisation, c'est défendre nos cultures, c'est défendre notre histoire. C'est parce que, comme on le sait, on le voit bien, il y a des attaques de partout, des attaques, on va dire, économiques, des attaques, aujourd'hui c'est la pandémie mondiale, mais c'est aussi des attaques de civilisation. On voit bien que toutes les vagues migratoires sont extra-européennes, avec une importation de cultures qui ne sont pas compatibles avec l'Europe. Quand je vois qu'aujourd'hui, en 2021, il y a encore des certificats de virginité qui sont demandés, on voit encore que l'excision existe, ça ne fait pas partie de nos cultures. En tant que femme, tous les jours, on voit que des filles sont agressées parce qu'elles sont en short, on voit que des filles, parce qu'elles portent un bustier, sont agressées. Donc on voit bien que l'Europe fait l'objet de différentes attaques et qu'il faut être conscient de cela et pour pouvoir prévenir et guérir cette Europe. D'accord. Donc pour vous, c'est un combat civilisationnel que vous voulez porter au sein de l'Union européenne? Alors oui, c'est un combat civilisationnel, il faut clairement le dire. Les valeurs européennes, il ne faut pas en avoir honte, il faut se rappeler d'où on vient, il faut se rappeler l'histoire de l'Europe. Je veux bien, mais la démocratie, elle vient d'Athènes. Quand on défend ces valeurs, il faut continuer à les porter. Rome a créé le politique, et ça fait partie de l'Europe. Et je pense que pour continuer, pour renforcer cette Europe, il faut recadrer tout cela. Il faut rappeler à nos concitoyens et dans même nos manières de faire de la politique, ces valeurs européennes. Alors, pour l'anecdote, hein, ce qui était drôle, c'était parce que
quand il y a eu ces élections en mai 2019, qu'il y a eu cette vague effectivement, comme ils disent, moi j'assume complètement ce mot, hein, populiste, un cri du cœur des peuples, hein, c'est ça. Et je partage cette analyse. Madame van der Leyen, qu'est-ce qu'elle a fait pour un peu faire écho à cette vague déferlante? C'est de dire qu'elle va créer une commission pour la défense des valeurs européennes. C'est beau écrit, hein, défense des valeurs européennes. Le commissaire qui s'occupe de la migration extra-européenne, le nom de cette commission, c'est celle-ci, la défense des valeurs européennes. Mais si on ne définit pas ce que sont nos valeurs européennes, en tout cas eux n'arrivent pas à le définir, c'est une vente, c'est une publicité mensongère. Et nous, ce que nous défendons, ce n'est pas une publicité mensongère. Les valeurs, nous les connaissons, nous les avons, que ce soit au niveau européen, mais au niveau de la France, on partage les mêmes valeurs. Et c'est pour cela que nous voulons changer cette Europe, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Très bien. Une dernière question. Vous êtes élu local, national, vous êtes cadre du Rassemblement national et vous êtes une militante patriote. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux combats politiques de demain que vous souhaitez mener au service des Français dans cette époque troublée? Une époque très troublée, comme vous le savez. Nous vivons une époque qui est marquée par différentes crises économiques, sanitaires, civilisationnelles. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Un enjeu terrible, puisque on a un moment charnière de cette histoire où on voit bien que, bon, on sait, il y a les mondialistes, les localistes, hein, nous on fait partie des localistes, et aujourd'hui on a les racialistes et ceux qui veulent tout simplement défendre et rappeler ce qu'est un peuple français. Et notre combat, c'est d'éviter de disparaître face à toutes ces attaques, surtout ces vagues migratoires qui n'a de cesse d'être envoyées par l'Union européenne. Il y a le pacte, comme vous le savez, le pacte migratoire qui a encore été présenté. Alors, à coup de grands renforts de publicité. Donc c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire on ne veut pas disparaître, on veut au contraire sauver le jeune Yuri, on ne veut plus de Samuel Paty, on ne veut plus de Mila, on ne veut plus de ce pauvre chauffeur de bus qui se fait massacrer. Bien sûr, Philippe ce chauffeur de bus qui se fait massacrer parce qu'il a simplement rappelé qu'il fallait porter un masque dans un bus. Donc, on est à un tel chaos, un tel état de chaos qu'il faut être conscient de ça aujourd'hui, qu'il faut arrêter de se voiler la face et qu'aujourd'hui, la seule personnalité politique qui est à même de pouvoir renverser cette tendance, c'est Marine Le Pen. Donc ça, c'est mon combat. Moi, je veux tout faire pour... J'ai encore espoir à ce que ça s'arrête et qu'après que ça change. Et donc, c'est pour ça que je mettrai toute mon énergie pour que Marine Le Pen, qui est la seule personnalité à pouvoir nous sauver, arrive en 2022 à la tête de ce pays. Très bien. Madame le député, merci beaucoup pour vos réponses qui, on l'espère, permettra à ceux qui le souhaitent de mieux saisir le sens de votre engagement politique. Nous espérons pouvoir mener désormais régulièrement ces entretiens afin d'obtenir votre point de vue sur l'actualité politique et que vos électeurs puissent suivre votre mandat tout au long de son cours. Merci à vous, Virginie Joron. Merci.